Les cadavres ne font pas le buzz. C'est la dure réalité que le peuple soudanais a découverte alors qu'une guerre apparemment sans fin ravage ses terres, brise des familles et menace de diviser le Soudan, le troisième plus grand pays d'Afrique, en deux. Ce qui a commencé comme une lutte de pouvoir entre deux chefs militaires, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hameti, s'est transformé en un conflit implacable qui laissera des blessures profondes dans la psyché du pays. Malgré la souffrance du Soudan et de son peuple, la guerre reste à peine remarquée dans la conscience mondiale. Les médias en parlent de temps en temps, mais seulement lorsque la violence atteint son paroxysme, que le nombre de morts explose ou que la nation est au bord de la famine. Mais cette couverture, vite perdue dans le flux d'informations, néglige souvent des points essentiels. Premièrement, pourquoi cela se produit-il maintenant ? Deuxièmement, qui sont Hemeti et Al-Burhan ? Et pourquoi se battent-ils ? Et troisièmement, comment se fait-il qu'une nation aussi vaste puisse imploser aussi soudainement ? C'est là le vrai problème. Derrière les gros titres sporadiques se cache une guerre qui, si elle n'est pas contrôlée, pourrait avoir de lourdes conséquences mondiales. L'île de l'inhumanité, le siège d'El Fasher. En avril 2025, la British Broadcasting Corporation a réussi à faire passer des téléphones en contrebande dans la ville assiégée d'El Fasher, capitale du Darfour Nord au Soudan, ce que beaucoup pensaient impossible. Sous des bombardements constants depuis le début de la guerre, El Fasher avait été en grande partie coupé du reste du monde, rendant presque impossible l'accès aux journalistes ou à quiconque. Le timing s'est avéré providentiel d'une manière sombre, car à peine les téléphones étaient-ils arrivés que les forces de soutien rapide. Les forces de soutien rapide sous Hemeti ont lancé une attaque majeure sur la ville. Les forces de soutien rapide cherchaient activement à prendre la ville depuis le début de l'année. En janvier, ils ont mené 2 assauts brutaux mais infructueux, repoussés par les forces armées soudanaises, et leurs alliés de la Force conjointe de protection du Darfour, un collectif d'anciennes factions rebelles initialement formé lors d'une autre guerre au Soudan, qui s'opposait aux forces de soutien rapide. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence lors de l'offensive d'avril ? D'abord, cette offensive visait à prendre tout le Darfour Nord, pas seulement El Fasher. Deuxièmement, les forces de soutien rapide ont été renforcées par des mercenaires colombiens. Même si le monde ignore cette guerre, des puissances étrangères y laissent partout leurs traces. Ils fournissent secrètement armes, argent et combattants pour entretenir le conflit. Troisièmement, ils ont repris le camp de réfugiés Zamzam à 15 km au sud d'El Fasher, déjà attaqué auparavant, causant de graves conséquences pour les réfugiés. C'était la première fois qu'ils transformaient le camp en base militaire pour attaquer El Fasher. Ils allèrent forcément attaquer El Fasher. En juillet, ils ont fait leur première incursion majeure dans la ville depuis le début du siège. Les défenseurs d'El Fasher ripostaient avec une férocité égale, ce qui a poussé Mathilde Vu, responsable du plaidoyer pour le Conseil norvégien pour les réfugiés, à décrire la ville comme un piège mortel. Les affrontements de juillet n'étaient que le début d'une guerre d'usure acharnée. Les forces de soutien rapides sur Del ont continué leur avancée en août avec une férocité accrue. Le 2, avec l'aide de leurs alliés du Sudan People's Liberation Movement North Al-Hilou, ils ont lancé une attaque en tenaille contre la ville. Nous découvrirons qui sont le mouvement populaire de libération du Soudan et Al-Hilou dans un prochain chapitre. C'est un vrai casse-tête. Pour l'instant, retenez seulement qu'ils sont alliés aux forces de soutien rapides. Le camp de réfugiés d'Abou Chouk, situé à 2,5 km d'El Fasher, était leur prochaine cible. Le 25, ils l'ont attaqué et contrôlé en soi la moitié du camp le lendemain. Des sources ont déclaré au Sudan Tribune que les forces de soutien rapides avaient pillé des maisons, déplacé des habitants et enlevé environ 30 personnes. Un commandant des forces de soutien rapide a indiqué aux tribunes que ses troupes visaient à prendre le quartier général de la 6e division d'infanterie en centre-ville. Les forces de soutien rapide, ne misant pas seulement sur la puissance de feu, ils remodelaient aussi le champ de bataille. Le HRL de l'université Yale a fait une découverte glaçante en analysant des images satellites d'Al-Fasher mi-2025. Depuis mai, les forces de soutien rapide avaient reconstruit plus de 31 km de talus. Des murs de terre et des levées surélevées entouraient la ville. Selon les chercheurs, ces talus laissaient penser que les forces de soutien rapide étaient, et je cite, en train de créer une véritable zone de mise à mort autour d'El Fasher. Cela rendait la fuite des 260 000 personnes piégées à l'intérieur pratiquement impossible. Horriblement, c'était peut-être justement le but. Depuis qu'ils ont déferlé sur le Darfour au début de la guerre, les forces de soutien rapide ont commis des atrocités contre les civils à grande échelle. Meurtres, enlèvements, esclavage et tortures sexuelles sont devenus monnaie courante, tout comme les massacres.
peut-être lors du massacre le plus tristement célèbre à El Geneina. On estime que jusqu'à 15 000 personnes pourraient être mortes, soit presque le double du nombre de victimes à Srebrenica pendant la guerre de Bosnie. Ce qui est choquant, c'est que ce n'est pas le seul exemple d'extrême inhumanité dans le conflit soudanais. À El Fasher, le siège a forcé les habitants affamés à consommer de la nourriture pour animaux. À Khartoum, des centres de détention ont été découverts, où des centaines ont été torturés à mort. Des villes ont été pillées et incendiées, des terres agricoles détruites, et près de 12 millions de personnes ont dû fuir leur domicile. En mai 2024, l'envoyé spécial américain pour le Soudan, Tom Piraello, estimait déjà que 150 000 personnes avaient tant été tuées. À l'été 2025, cette estimation était passée à 400 000. Cela ferait de la guerre au Soudan l'un des conflits les plus sanglants de cette décennie, au même niveau que les guerres en Ukraine et au Tigré en termes de nombre de morts. Mais bien que les deux camps portent une part de responsabilité, les forces armées soudanaises sont tristement célèbres pour leur bombardement indiscriminé des zones civiles. Seules les forces de soutien rapide sont sérieusement accusées de génocide. Seules les forces de soutien rapide sont connues essentiellement pour avoir commis des massacres ethniques de porte à porte après avoir pris une ville. À l'heure actuelle, des craintes similaires concernent El Fasher. Comme ces vidéos longues prennent du temps à produire, la ville pourrait déjà être tombée quand vous la verrez. Dans ce cas, une atrocité de plus aura probablement été ajoutée à la longue liste de ce conflit. Mais alors que la bataille pour El Fasher semble lentement pencher en faveur des forces de soutien rapides, le reste du conflit à l'automne 2025 semble être dans une impasse stratégique, selon l'analyste régional Alex De Waal. Écrivant pour la British Broadcasting Corporation, De Waal estime que chaque camp fonde ses espoirs sur une nouvelle offensive, livraison d'armes ou alliance politique. Mais aucun n'obtient d'avantage décisif. Et cela soulève effectivement quelques questions terrifiantes. Premièrement, sommes-nous désormais condamnés à assister à la désintégration du Soudan pour la deuxième fois en 2 décennies? Et deuxièmement, comment diable en est-on arrivé là? Des Janjaouides aux forces de soutien rapide, le monstre créé par l'État. Le conflit étant dans l'impasse, prenons du recul pour répondre à une question essentielle. Comment en est-on arrivé là? Comment en est-on arrivé au point où peut-être 400 000 Soudanais sont morts, où des villes entières ont été incendiées, et où l'un des plus grands pays d'Afrique semble au bord de sombrer dans l'anarchie? La réponse classique ramènerait au 15 avril 2023, quand les forces de soutien rapide ont attaqué les bases des forces armées soudanaises au Soudan. Mais la guerre est rarement classique. Se limiter à cette date ferait ignorer les tensions qui ont précédé et annoncé ce conflit. Alors nous faisons un pas encore plus en arrière, à une époque où les forces de soutien rapide n'étaient pas encore les forces de soutien rapide, mais simplement appelées les Janjaouides. Maintenant, pour comprendre les racines des Janjaouides, il ne faut pas regarder vers le Soudan, mais vers son voisin occidental, le Tchad, un pays ravagé par un long conflit civil. En 1980, Mouammar Kadhafi, que vous vous souvenez probablement comme le dictateur libyen au visage botoxé renversé lors du printemps arabe, est intervenu dans ce conflit. Pour soutenir son allié Goukouni Wedehi, alors président du Tchad, Kadhafi a envoyé ses soldats au Tchad et, pour les aider, il a armé des nomades arabes dans l'est du pays, juste à côté du Soudan. À ce stade de son histoire post-coloniale marquée par la guerre, le Soudan savait très bien à quel point des insurgés armés pouvaient être problématiques. Pour dissuader les forces tchadiennes, Khartoum a armé des nomades arabophones issus des tribus Rizeigat et Miseria. Ces deux groupes, malgré des motivations différentes à leur création, allaient déformer l'épine dorsale des Janjaouides, ce qui se traduit approximativement par « diables à cheval ». Les Rizeigat et les Miseria, issus des Arabes Baggara, du Darfour et du Tchad, dominaient autrefois le désert et les routes commerciales. Après la colonisation, leur pouvoir déclina au profit d'élites autour de la vallée du Nil au Soudan. Le ressentiment envers Khartoum a été un moteur clé de l'évolution des forces de soutien rapide. Pourtant, ce processus a traversé des décennies de guerre et un génocide. En 1987, les belligérants tchadiens ont signé un accord de paix mettant fin à l'implication libyenne. Parce qu'il s'agit de l'Afrique des années 1980, le Tchad ne pouvait se stabiliser sans que le Soudan n'explose aussi. Les affrontements entre le sud chrétien et animiste et le nord musulman sont devenus une rébellion en 1983
La reprise des combats au Soudan a offert aux milices arabes un terrain fertile pour se développer, et Khartoum s'est souvent tourné vers elles comme force supplétive pour aider à lutter contre l'Armée populaire de libération du Soudan, ou Armée populaire de libération du Soudan. Et oui, c'est encore un autre acronyme dans une vidéo qui en est absolument rempli. Et il va falloir s'y habituer, car, comme dans beaucoup de nos épisodes Deep Dives, nous allons rencontrer un grand nombre de milices portant des noms de 3 ou 4 lettres très similaires. Génial, n'est-ce pas ? L'Armée populaire de libération du Soudan a été fondée dans le but de rétablir un Soudan du Sud autonome. Mais même si leur objectif principal était de libérer le sud du pays, ils se considéraient aussi comme un mouvement pour tous les citoyens soudanais opprimés. Nous voulons insister sur le mot « opprimé » ici, car l'oppression est une raison souvent invoquée par les groupes au Soudan pour lutter contre le gouvernement central. Les tribus de la périphérie se sentent généralement déconnectées de Khartoum et des décisions prises par les élites de la capitale. Ce sentiment persiste encore aujourd'hui, en particulier à l'ouest, une région dont la relation avec l'État central a longtemps été marquée par une marginalisation structurelle. Selon Alex de Waal dans un rapport pour la World Peace Foundation, le Darfour est soit la région la plus pauvre du pays. Il souligne le retard du système de santé, qui depuis l'indépendance ne comptait que 3 hôpitaux et moins de 6 lits pour 100 000 habitants. Ce ratio le plus bas du pays était bien inférieur à ceux de Khartoum et d'ailleurs. Tandis que le reste du Soudan améliorait lentement son infrastructure médicale, le Darfour restait à la traîne, dépassé sur des indicateurs comme la survie des enfants, la nutrition et les services de santé. Cette négligence était délibérée. Les principaux économistes du gouvernement avaient indiqué que Khartoum se concentrait sur le triangle de Hamdi, zone englobant les fermes commerciales et villes, à une journée de route de Khartoum. Nommé d'après l'ex-ministre Abdelrahim Hamdi, ce triangle concentrait la plupart des investissements. Hamdi affirmait que ce triangle formait à lui seul un micro-État économiquement viable. En ciblant cette zone, le gouvernement assurait la prospérité sans se préoccuper des régions éloignées de Khartoum, comme le Darfour et le sud du Soudan, que Hamdi voyait comme réservoir de main-d'œuvre pour le triangle. La guerre du Darfour, marquée par les Janjaouides, a éclaté à cause d'un sentiment d'oppression. Les tribus non arabes accusaient le gouvernement arabe de Khartoum de mener une campagne d'apartheid croissante. Cette accusation a aussi été soutenue par des experts internationaux comme le professeur Alan Dershowitz et l'ex-ministre canadien Erwin Kotler. Selon Julie Flint et Alex de Waal, dans un rapport destiné au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la colère contre Khartoum a atteint son paroxysme en juillet 2001 lorsque 2 tribus non arabes, les Zaghawa et les Four, ont prêté serment de défendre leur territoire. C'est de ce pacte qu'est née l'une des guerres les plus tristement célèbres de la décennie. Maintenant, avant d'en arriver là, il nous faut probablement prendre un moment pour aborder l'éléphant armé dans la pièce. Lorsqu'on parle des divisions ethniques au Soudan, des termes comme arabe et noir sont souvent utilisés, ainsi que des références aux islamistes. Mais cela ne veut pas dire que ces divisions ressemblent à celles reconnues en Occident. Aux États-Unis, toutes les parties du conflit seraient vues comme noires, alors qu'elles sont aussi largement musulmanes. Au Soudan, les divisions tiennent plus à l'identité culturelle, à l'histoire et à de profondes hiérarchies de pouvoir qu'à la couleur de peau. Les différences entre ceux se disant arabes et ceux se disant noirs sont apparues après des siècles de migration arabe, de mariages mixtes et d'esclavage. Être arabe au Soudan signifie parler arabe, pratiquer l'islam et suivre les coutumes arabes. Cette identité est devenue un signe de prestige, surtout quand les élites du Nord ont rejeté les pratiques africaines autochtones, jugées arriérées. 2 groupes particulièrement méprisés étaient les Zaghawa et les Four, dont le pacte de défense allait devenir une alliance offensive. Les hostilités ont débuté quand les rebelles ont attaqué l'armée le 25 février 2002. Ils ont ensuite visé des installations gouvernementales, comme les postes de police, avant-postes de l'armée et convois militaires. Les forces armées soudanaises ont répliqué par une campagne aérienne contre les bastions rebelles dans les montagnes du Marash. Malgré l'efficacité des bombardements, les forces terrestres gouvernementales, peu aguerries au combat désertique, peinaient face aux rebelles. Cela s'est confirmé quand le Mouvement pour la justice et l'égalité, et l'Armée de libération du Soudan, ont attaqué la base aérienne d'El Fasher en avril 2003. Après l'affrontement, l'ampleur de la défaite du gouvernement soudanais était stupéfiante.
Plusieurs équipements militaires coûteux, dont des bombardiers Antonov, ont été détruits, et le commandant de la base aérienne, un général de division, l'un des plus hauts grades de l'armée soudanaise, a été capturé. Les rebelles ont tué 75 personnes, tout en ne perdant que 9 des leurs. Flint et Duval, dans le livre Darfour, une brève histoire d'une longue guerre, décriraient cette victoire comme une humiliation sans précédent pour l'armée soudanaise. Après des décennies de rébellion armée, jamais un insurgé n'avait autant choqué Khartoum. Ils en ont profité, enchaînant les victoires. En difficulté, le gouvernement a adopté une stratégie en 3 volets. Renseignement militaire, armée de l'air et déploiement de milices arabes appelées Janjaweed comme principale force contre les insurgés. Selon Flint et Duval, la décision d'utiliser les Janjaweed n'était pas unanime. Le général Ibrahim Souleyman, ex-chef d'état-major et gouverneur du Darfour, s'y est opposé, estimant qu'une mobilisation basée sur des critères raciaux aurait des conséquences graves sur les relations intertribales pour des décennies. Il n'aura fallu que quelques mois pour que le général ait raison. En combattant les insurgés, les Janjaweed ont mené ce que des observateurs, dont Human Rights Watch, ont qualifié de nettoyage ethnique des tribus impliquées. À l'époque, le secrétaire d'État américain Colin Powell a qualifié la campagne des Janjaweed de génocide. Ces condamnations sonnaient creux, sans action concrète. Selon le New York Times, quand on a demandé au gouvernement soudanais comment résoudre le problème Janjaweed, Colin Powell a répondu « Puisqu'ils l'ont déclenché, ils peuvent l'arrêter ». À ce moment-là, les Janjaweed étaient dirigés par Moussa Hilal, chef des Muhammad, une branche Rizeigat. Il a travaillé avec le président Omar el-Béchir pour transformer les Janjaweed en une force paramilitaire nommée Unité de renseignement aux frontières. Et souvenez-vous du nom de Moussa. Il va devenir assez important par la suite. Et c'est au sein de cette milice brutale et organisée qu'un nouveau chef allait émerger, un homme qui finirait par éclipser ses propres commandants. Il s'appelait Mohamed Degalo, mais vous, moi et le reste du monde allions le connaître sous le surnom de Hemeti en raison de son visage juvénile. Hemeti est un surnom affectueux qui signifie « petit Mohamed ». Et c'est Hemeti qui allait prendre cette force paramilitaire subordonnée aux élites de Khartoum et la transformer en un instrument de conquête. La montée en puissance de Hemeti. Il est difficile de trouver des informations fiables sur les débuts de Hemeti. Selon la plupart des sources, il descendrait d'un chef de sous-clan Rizakat, aurait quitté l'école en 3e, puis serait devenu berger de chameaux. Il n'aurait pris les armes au Darfour qu'après l'attaque de son convoi commercial qui tua 60 membres de sa famille élargie. Malgré peu d'éducation formelle, il gravit vite les rangs des Janjaweed et attira l'attention du président al-Bashir. Les compétences de Hemeti impressionnèrent tellement al-Bashir qu'il le fit son exécuteur, comptant sur lui pour combattre au Darfour et ailleurs où le régime avait besoin. Selon la World Peace Foundation, al-Bashir devint si dépendant qu'il aurait appelé Hemeti Hamaiti, mon protecteur. Pour montrer la force de leur lien, Bashir a laissé Hemeti contrôler les mines d'or du Jebel Amar au Darfour, principale source d'exportation du Soudan, après leur prise aux rebelles. Mais leur relation n'a pas toujours été harmonieuse. En 2007, Hemeti a mené une mutinerie des Janjaweed contre le gouvernement. Selon le Programme alimentaire mondial, il a emmené ses forces dans la brousse, promettant de combattre Khartoum jusqu'au jour du jugement. Ses troupes ont abattu un hélicoptère alors que Hemeti négociait avec les milices au Darfour et menaçait de prendre Niala, capitale du Darfour du Sud, où, en 2025, il annoncerait un gouvernement parallèle. Hemeti conclut finalement un accord avec Khartoum, mettant fin à la rébellion. En échange, le gouvernement paierait les salaires dus et indemniserait blessés et familles des morts. Hemeti, de son côté, a obtenu une promotion au grade de général ainsi qu'un paiement en espèces important pour lui-même. Un documentaire tourné à cette époque a consacré la présence quasi cultuelle de Hemeti parmi le peuple soudanais. Il y était présenté comme bien plus qu'un simple chef militaire, mais comme un négociateur charismatique et habile, capable de mener de front des négociations parallèles avec les rebelles du Darfour et son propre gouvernement, tout en manifestant une profonde préoccupation pour ses troupes.
Le fait de recruter à la fois des Arabes et des non-Arabes dans ses forces l'a rendu encore plus populaire auprès du public. Cela se passait à une époque où les divisions entre les groupes soudanais étaient à leur paroxysme. Après avoir conclu la paix avec le gouvernement, les troupes de Hemeti ont été intégrées aux gardes-frontières dirigées par Moussa Hilal. Cependant, Hemeti était rapidement devenu un rival de son commandant et a bientôt reçu sa propre légion. Il est temps de présenter l'un des principaux acteurs de la guerre au Soudan, les forces de soutien rapide, créées, pensons, pour lutter contre l'armée de libération du peuple soudanais Nord, dont des membres combattent encore dans les montagnes Nuba. Les forces de soutien rapide ont appris de leur premier revers face aux armées de libération du peuple soudanais Nord des enseignements utiles pour les futurs combats. Plus particulièrement, la défaite du mouvement pour la justice et l'égalité en 2015 à Al-Nakara et à Gosdango marquerait également la première excursion internationale des forces de soutien rapide, après l'intervention militaire saoudo-émiratie au Yémen en mars. 2015, Taha al-Hussein, le chef de cabinet de Bachir, a conclu un accord avec Riyad pour déployer des troupes soudanaises. L'opération serait dirigée notamment par le général Abdel Fattah al-Burhan, déjà mentionné dans l'introduction. Pour rappel, il est aujourd'hui chef des forces armées soudanaises adversaires actuelles des forces de soutien rapide de Hemeti. Par ailleurs, les troupes envoyées au Yémen étaient surtout des forces de soutien rapide, fidèles à Hemeti. Militairement, ils ont bien accompli leur mission. Les forces soudanaises ont joué un rôle clé pour créer une zone tampon dans le nord du Yémen, près de la frontière saoudienne, et pour prendre le gouvernorat de Hadjar ainsi que le port de Midi, considéré par la plupart des experts comme un port d'approvisionnement des Houthis. En 2017, Hemeti contrôlait les mines d'or du Soudan et certains groupes armés parmi les mieux équipés et entraînés. Al-Bachir le récompensa en promulguant une loi légitimant les forces de soutien rapide comme forces de sécurité indépendantes, appliquant ainsi le principe « diviser pour mieux régner » du manuel du dictateur. En élevant Hemeti, il créait délibérément un centre de pouvoir parallèle pour contrebalancer l'armée régulière. Al-Bachir misait sur le fait que si l'armée tentait un jour un coup d'État, les forces de soutien rapide viendraient sécuriser son pouvoir. Une phrase que nous allons laisser en suspens un instant. Juste pour souligner ce que nous appelons, dans le métier, l'ironie dramatique. Nous avons raconté l'histoire de Hemeti pour montrer un point clé sur le chef des forces de soutien rapide. Il a une ambition sans limite et vise à diriger tout le Soudan. Il pourrait bien y parvenir. Sous sa direction, les forces de soutien rapide sont passées d'une milice dispersée à une force organisée, puis à un gouvernement parallèle menaçant de diviser le Soudan. 2019, la révolution inachevée. Pendant que Hemeti nourrissait son ambition, le Soudan sombrait dans la crise. Nous avons évoqué Ammar al-Bachir en lien avec les Janjaouides et les forces de soutien rapides. Or, al-Bachir dirigeait le Soudan depuis 1989 après avoir renversé le premier ministre élu Sadiq al-Mahdi. Son règne a été marqué par une forte opposition publique et politique, accusant de graves violations des droits de l'homme et des politiques islamistes oppressives. Malgré des protestations régulières et des tentatives de coup d'État militaire écrasées par al-Bachir, une manifestation de 2011 à 2013 a failli paralyser le Soudan. L'histoire de la lutte du Soudan du Sud contre Khartoum a été éclipsée par l'ascension de Hemeti. Pourtant, après des décennies de conflits, le Sud a pu organiser un référendum et, en juillet 2011, il est devenu la plus jeune nation du monde. Comme c'était une ancienne région du Soudan, la situation s'est vite compliquée et le nouveau pays a connu sa propre guerre civile. L'essentiel pour notre histoire, l'indépendance du Soudan du Sud a fait perdre à Khartoum l'accès à de nombreux champs pétrolifères. Les revenus du Soudan se sont soudainement effondrés, provoquant une forte inflation et une grave pénurie de dollars pour financer les importations. Le coût de la vie a explosé et le gouvernement a adopté des mesures d'austérité impopulaires pour gérer la crise. Les impôts ont augmenté, des fonctionnaires ont été licenciés, le carburant a grimpé, poussant des milliers de personnes à manifester. Les protestations contre l'austérité sont vite devenues des appels à la démission d'al-Bachir, exprimés par H. Shab Yurid, Iskat an-Nizam. Le peuple veut faire tomber le régime.
Khartoum a réprimé les manifestations avec matraques, gaz lacrymogènes et balles réelles. Mais si al-Bachir pouvait soumettre les manifestants par la force, il ne pouvait pas simplement ordonner à ses sbires de corriger l'économie à coups de matraques pour effacer les mauvais chiffres. Et à mesure que la courbe continuait de chuter, cela signifiait qu'al-Bachir était contraint de prendre de plus en plus de mesures qui ne faisaient qu'attiser la colère populaire. En 2018, Khartoum avait supprimé plusieurs subventions, ce qui avait immédiatement doublé le prix du pain dans tout le pays. Fatima Ahmed, une femme au foyer local, a parfaitement résumé la réaction du pays face à cette hausse des prix lors d'une interview avec Reuters. Citation : « Les nouveaux prix vont nous faire mourir de faim. Le gouvernement ne se soucie pas de nous. Nos conditions sont dures. Nous ne pourrons pas supporter davantage. » Et il n'y avait pas que le pain. Khartoum avait dévalué la livre soudanaise, ce qui a entraîné des taux de change extrêmement instables et réduit la quantité de liquidités auxquelles les gens pouvaient accéder. Les longues files d'attente pour les produits essentiels sont devenues courantes dans tout le pays, symbolisant la pénurie et suscitant une frustration grandissante qui renverserait le régime. L'étincelle a jailli à Habara en décembre 2018, puis le mouvement s'est rapidement propagé à Port-Soudan, Dongola et Khartoum. Le gouvernement a d'abord torturé les manifestants pour leur faire avouer leur appartenance au Mouvement de libération du Soudan. Ce choix, parmi de nombreux groupes armés au Soudan, visait à persuader le public que les manifestations avaient une dimension raciale afin de discréditer tout soutien. Ces aveux forcés, cependant, n'ont guère apaisé la colère du public. Comme de nombreux dictateurs ne le découvrent qu'au dernier moment, les gens ne sont pas stupides. Et traiter vos masses affamées comme des idiots facilement manipulables peut être un moyen extrêmement efficace de passer du statut de dictateur à celui de tyran renversé. Nous entrons dans les derniers jours du régime d'al-Bachir, en place depuis 30 ans. En 2019, le dictateur a décrété l'état d'urgence pour 1 an, dissous les gouvernements centraux et régionaux et nommé des officiers militaires à leur tête. Il a également nommé Mohamed Tahir Ayala au poste de Premier ministre et le général de défense Awad Ibn Auf au poste de Premier vice-président. En dernier défi, il a interdit les manifestations non autorisées, ce qui n'a fait qu'en provoquer davantage. Le 6 avril, l'Association des professionnels soudanais, a appelé à une marche vers le quartier général des forces armées, rassemblant des centaines de milliers de personnes, certaines munies de matelas. Cette mobilisation surpassait celle de 2011 et montrait qu'il ne s'agissait pas seulement de quelques personnes en colère. Une vague de ressentiment visait un seul homme. Pour se défendre, le service national de renseignement et de sécurité de Bachir a tiré à balles réelles sur les manifestants. Puis, l'armée a laissé entrer les manifestants dans son quartier général avant de tirer sur le service national de renseignement et de sécurité. Et avec cela, le compte à rebours vers la fin de la dictature avait officiellement commencé. Le chronomètre a atteint 0 le jeudi 11 avril 2019. Ce jour-là, le général Awad Ibn Auf a annoncé qu'al-Bachir avait été déplacé vers un lieu sûr après l'effondrement du régime. Dans le même souffle, il a également annoncé qu'il prendrait la tête d'un gouvernement de transition dirigé par l'armée. Enfin, il a imposé un état d'urgence de 3 mois, suspendu la constitution soudanaise de 2005 et fermé l'espace aérien du pays pendant 24 heures. Pour les manifestants, c'était un peu comme apprendre que votre patron connard a été viré, mais que son remplaçant serait son frère jumeau tout aussi connard. Les qualifier de nazis, c'est insulter les amuse-gueules de bar. Face à la colère grandissante du public, Ibn Auf a démissionné et désigné l'inspecteur général de l'armée comme successeur. C'est alors qu'apparaît l'autre acteur clé de la guerre au Soudan. Comme vous l'avez sûrement deviné, cet inspecteur général était Abdel Fattah al-Burhan. À l'époque, pourtant, les manifestants étaient euphoriques. Après tout, ce n'est pas comme si al-Burhan semblait être le genre de type à plonger bientôt leur nation dans une guerre apocalyptique. Donc, si c'est le cas, qui était-il exactement ? Moins charismatique qu'Ameti, al-Burhan s'était bâti une solide réputation d'officier compétent après des décennies dans l'armée. Les manifestants l'appréciaient, car il était l'un des chefs militaires venus à leur rencontre lors du sit-in. Il est important de noter qu'à l'époque, c'était essentiel chez les militaires soudanais. Il n'était impliqué dans aucun crime de guerre ni recherché par les tribunaux internationaux, ce qui était un avantage. Et ainsi al-Burhan est passé d'un militaire respecté, mais relativement inconnu à l'homme à la tête du Soudan, pratiquement du jour au lendemain. Cependant, au milieu du chaos de la révolution, al-Burhan n'était pas le seul à prendre de l'ascendant.
Quelques semaines avant la destitution d'al-Bachir, Hameti avait gagné la sympathie du public en refusant de tirer sur les manifestants sur ordre du président. Ensuite, lors de la phase finale, les forces de soutien rapide renforcées par al-Bachir pour le protéger d'un coup d'État s'étaient rendues retirées, laissant les généraux agir. L'influence des forces de soutien rapide a permis à Hameti d'intégrer le Conseil militaire de transition, comme numéro 2 d'al-Bourhan. Pourtant, selon Ishan Tharour du Washington Post, Hameti était le chef réel du Conseil militaire de transition. Après l'ascension d'al-Bourhan, les manifestants ont remporté d'importantes victoires. Au 13e jour, al-Bourhan a libéré les prisonniers politiques et levé le couvre-feu d'Ibn Auf. Le 14e jour, le Conseil militaire de transition a adopté des mesures pour un pouvoir civil, comme la nomination d'un Premier ministre choisi par les manifestants. Le 15e jour, le docteur Mohamed Nagui al-Sam, l'un des manifestants les plus connus, a déclaré que la confiance entre les manifestants et l'armée s'approfondissait après de nouvelles discussions. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir du Soudan semblait prometteur, et c'est ainsi que le Soudan a réussi à passer à une démocratie stable. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de... Non. 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 Bien sûr, cela ne s'est pas arrêté là. Même si nous aimerions vivre dans un univers où cette vidéo pourrait maintenant se terminer, il nous reste encore une demi-heure, au cours de laquelle les deux hommes ambitieux vont faire dérailler la jeune démocratie et placer le Soudan sur la voie de nouveaux carnages. Et tout commencera à l'endroit où le régime d'al-Bachir a pris fin, devant le quartier général de l'armée. Pendant que les discussions sur la structure du nouveau gouvernement se poursuivaient, les manifestants continuaient que leur sit-in devant le quartier général de l'armée sous la bannière des Forces de la Liberté et du Changement, ou Forces de la Liberté et du Changement. À la fin du mois de mai, l'association des professionnels a commencé à tirer la sonnette d'alarme, avertissant que le Conseil militaire de transition prévoyait une attaque meurtrière pour mettre fin au sit-in. Le lundi 3 juin, à la veille du dernier jour du mois sacré du Ramadan, l'inévitable s'est produit. Avant l'aube, la branche armée du Conseil militaire de transition, composée de soldats des forces armées soudanaises, des forces de soutien rapide, du service national de renseignement et de sécurité et de la police, a encerclé la zone du sit-in. La police a d'abord tenté de déplacer une barrière, mais lorsque les manifestants ont résisté, les soldats ont ouvert le feu. Human Rights Watch a rapporté que des soldats ont agressé des manifestants, incendié leurs tentes et commis des actes de violence sexuelle indicibles. Des rapports ont ensuite fait état de forces de milices jetant des corps dans le Nil. La plupart des estimations font état de plus d'une centaine de morts. Yousra El-Baghi, correspondante Afrique pour Sky News, a résumé le choc au Soudan sur X. Tout le monde se sent brisé. Cela se lit sur les visages, dans le bus, dans les rues. La révolution a été volée. À Khartoum, on pleure les vies perdues et la disparition d'un lieu symbole de la révolution. La communauté internationale a tenté d'intervenir. L'Union africaine a suspendu le Soudan et d'autres nations ont accru la pression. Le Conseil militaire de transition a ensuite conclu un accord avec les Forces de la Liberté et du Changement, acronyme employé par les manifestants pour une nouvelle structure de transition. L'élément central était la création d'un Conseil de souveraineté transitoire de 11 membres, 5 civils désignés par les Forces de la Liberté et du Changement, 5 militaires choisis par le Conseil militaire de transition et un civil sélectionné conjointement par les deux groupes. Al-Bourhan et Hamedi ont tous deux obtenu des postes au sein du Conseil, avec Al-Bourhan comme président et Hamedi comme son adjoint. Et oui, nous savons qu'il y a beaucoup de conseils militaires de transition, de conseils de souveraineté transitoire et de forces de la liberté et du changement à retenir. Honnêtement, ne vous inquiétez pas trop si vous commencez à perdre un peu le fil de qui fait quoi. L'essentiel, c'est de surveiller ce que manigancent Hamedi et Al-Bourhan en coulisses avant leur grand moment. La transition devait durer 39 mois, 21 mois pour les militaires, puis 18 pour les civils, avec un transfert prévu en novembre 2021. Gardez cette date en tête, nous y reviendrons. Sous le Conseil de souveraineté transitoire, le Soudan a réalisé d'importants progrès démocratiques. Les droits de la minorité chrétienne du pays se sont améliorés, la presse a bénéficié d'une plus grande liberté et l'infrastructure de surveillance d'al-Bachir a été démantelée. Cependant, tout cela allait prendre fin avec peut-être le rebondissement le moins surprenant de l'histoire géopolitique, le coup d'État militaire qui ferait de Hamedi et Al-Bourhan les dirigeants incontestés du Soudan. L'État s'effondre. Malgré les avancées démocratiques, une tension persistait entre les membres du Conseil de souveraineté transitoire. Ce mariage de convenance, basé sur la méfiance et une animosité latente, était si dysfonctionnel que le divorce semblait inévitable. Restait à savoir quand.
La première tentative de rompre ce partenariat et de partir avec les enfants date de septembre 2021, quand des soldats pro-al-Bachir ont tenté un coup d'État. Malgré son échec, nul ne pensait que ce serait le dernier. La tension au Conseil de souveraineté transitoire renforçant cette intuition. L'armée a exigé des changements dans la coalition Force de la Liberté et du Changement et une réforme du gouvernement, ce que les dirigeants civils considéraient comme une tentative de coup d'État. Ensuite, des manifestations ont eu lieu. Le 16 octobre, des pro-militaires ont manifesté criant « À bas le gouvernement de la faim » et appelant Al-Burhaneh à prendre le pouvoir. Un manifestant a dit à l'agence France-Presse qu'il protestait car, selon lui, le gouvernement n'a pas apporté justice et égalité. Contrairement aux fois précédentes, les protestataires ont atteint les portes du palais présidentiel avec peu de résistance, les forces de l'ordre étant remarquablement absentes. Bien que peu nombreux, les manifestants ondescons ont soulevé des points légitimes. Le Soudan restait frappé par une grave crise économique, rendant l'accès aux produits d'armes de base difficile. Le gouvernement agissait peu pour juger les responsables du massacre devant le quartier général de l'armée. Le sentiment dont OUSRA a parlé, que la révolution avait été volée au peuple, était palpable dans une grande partie du pays. Cependant, la majorité des Soudanais préféraient une solution civile à ces défis. Le 21 octobre, des centaines de milliers de personnes ont manifesté contre un régime militaire, rappelant qu'il y a 57 ans, le peuple soudanais avait déjà renversé une dictature pour instaurer un gouvernement constitutionnel. S'appuyant sur ce sentiment historique, les manifestants ont exigé la démission d'Al-Burhaneh et le transfert du pouvoir aux civils. L'un des slogans « C'est notre pays et notre gouvernement est civil ». L'armée a répondu « Non, merci beaucoup », accompagnant ses propos de balles réelles et de gaz lacrymogènes. Pendant que les manifestations se poursuivaient, le Premier ministre Abdallah Hamdok, chef du cabinet, a annoncé qu'il discutait avec toutes les parties pour trouver une solution à la crise. Mais il semblait que peu de parties l'écoutaient. Le 25 octobre, 6 jours avant la remise du Conseil souverain de transition aux civils, l'armée a arrêté 5 autres responsables et annoncé avoir pris le pouvoir. Al-Burhaneh a aussi proclamé l'état d'urgence et la formation d'un gouvernement technocratique pour diriger le Soudan jusqu'aux élections de juillet 2023. Ce gouvernement compterait des membres du Parti du Congrès national qui avaient soutenu le régime d'Al-Bachir pendant des décennies. Al-Burhaneh a nié plus tard avoir fait un coup d'État, affirmant que son action visait à éviter une guerre civile face à l'incitation des politiciens contre l'armée. Il s'est présenté comme un homme ayant peu d'options, qui avait fait ce qu'il pensait être juste pour le pays. Cette image a été reprise par Hametti lors d'une interview avec Al Jazeera où il a déclaré « Ce qui s'est passé le 25 octobre était le résultat ultime d'un long processus. De nombreuses discussions ont eu lieu et de nombreuses initiatives ont été proposées. Il ne nous restait que 3 options, dont la meilleure était celle que nous avons choisie, et elle était totalement approuvée par le Premier ministre lui-même. Nous n'avons pas pris une telle décision seuls. Mais même si les 2 hommes pouvaient l'enrober de mots élégants, le fait est que si cela marche comme un coup d'État, nage comme un coup d'État et s'empare du pouvoir des civils comme un coup d'État, alors vous connaissez la suite, n'est-ce pas ? Arrivé novembre 2021, il n'y aurait pas de transfert de pouvoir aux civils. Surprise. Alex de Waal, analyste souvent cité, estime qu'Al-Burhan et Hametti ont agi par intérêt personnel plutôt que par crainte d'une guerre civile. Pour la British Broadcasting Corporation, il note que les 2 généraux préféraient qu'Al-Bachir soit jugé au Soudan et non à la Cour pénale internationale, craignant d'être impliqué dans des crimes de guerre présumés. Cela les a opposés aux civils du Conseil souverain de transition. Partisan d'un procès à la Cour pénale internationale, de Waal pensait aussi que les généraux redoutaient qu'une enquête sur le massacre de Khartoum les implique dans cette atrocité. Il a affirmé que l'armée cherchait à protéger son vaste empire commercial, comprenant plusieurs entreprises exonérées d'impôts, de toute supervision civile. Le Premier ministre Hamdok critiquait de plus en plus l'implication de l'armée dans l'économie et sa part croissante du budget national. On pensait qu'un gouvernement civil limiterait cela. Selon de Waal, appuyé par Oscar Rickett dans Middle East Eye, les généraux ont organisé le coup d'État pour préserver leurs richesses, leur influence et éviter la Cour pénale internationale. Soyons honnêtes, personne au Soudan n'avait besoin d'analystes pour comprendre qu'un coup d'État avait eu lieu. Les Soudanais sont donc redescendus dans la rue, tentant en vain d'éviter le désastre. À ce stade, vous devinez sûrement la réaction des forces de sécurité. Ils se sont mis à chanter Kumba et à se tenir la main avec les manifestants. N'est-ce pas ? Non, bien sûr que non. Ils ont lancé une campagne de violence totale, ce qui est un peu différent. L'Union africaine, qui avait réintégré le Soudan, a de nouveau suspendu son adhésion.
Les États-Unis, l'Union européenne, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont gelé des millions d'aides. Le coup d'État était aussi mal vu par des partenaires comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Russie. Le groupe international de crise a évoqué la surprise à Khartoum face à la forte résistance nationale et internationale. Hamedti, voyant le vent tourner contre l'armée, a commencé à s'éloigner d'Al-Burhan. Leur relation était déjà tendue après la nomination de responsables de l'ère al-Bachir à des postes importants. Hamedti pensait alors qu'Al-Burhan voulait renforcer la suprématie de la classe dirigeante traditionnelle de Khartoum, ces élites qui avaient longtemps méprisé les tribus dont il était fier. Le gel de l'aide a plongé le Soudan dans une situation désespérée. L'économie était à l'agonie et la population en souffrait. Voyant la misère, Hamedti a tenté de s'allier au peuple, se présentant comme réformateur et négociant avec les leaders contestataires. Cela a encore élargi le fossé entre les deux généraux, le rendant aussi immense que le Grand Canyon, ce sur quoi comptait Hamedti. Fait essentiel, même méfiant envers les forces de soutien rapide de nombreux manifestants, voyaient l'armée comme leur ennemi historique. Un sentiment qui n'a fait que s'accentuer après la nomination de Fidel de l'ère al-Bachir. Et cela allait devenir la caractéristique principale des derniers mois de paix du Soudan. Un fossé qui ne cessait de s'élargir entre deux hommes ayant l'ego et les forces militaires pour croire qu'ils pourraient un jour devenir le seul dirigeant du pays. En décembre 2022, un accord-cadre a été signé pour rétablir un régime civil au Soudan. Hamedti l'a soutenu car certaines clauses lui garantissaient plus d'autonomie vis-à-vis d'Al-Burhan et de l'armée. L'une d'elles reconnaissait les forces de soutien rapide comme entité régulière des forces armées, mais sous l'autorité d'un chef d'état civil, non du chef de l'armée. A l'inverse, Al-Burhan n'a signé l'accord que sous forte pression extérieure, jugeant qu'il favorisait Hamedti. Puis, les tensions ont augmenté en février et début mars 2023 après une rude compétition entre les forces de soutien rapide et les forces armées soudanaises pour recruter au Soudan, surtout dans le fief de Hamedti, le Darfour. Au même moment, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les forces armées soudanaises tentaient de rallier Moussa Hilal, ancien chef des Janjaouides et rival de longue date de Hamedti, afin de s'introduire dans le groupe ethnique Rizéagat de Hamedti et d'affaiblir sa base de soutien. Hamedti a répondu à la provocation des forces armées soudanaises par un renforcement militaire rapide à Khartoum, auquel les forces armées soudanaises ont riposté. Un accord entre les généraux le 11 mars a permis une désescalade. Hamedti a retiré ses forces du Grand Khartoum et un nouveau comité de sécurité conjoint a été créé. Le Soudan a connu une période de calme, croyant avoir évité la guerre civile. Mais comme vous regardez Warfront et non Peacefront, vous devinez sûrement la suite, n'est-ce pas ? C'est exact. Les deux camps ont recommencé à glisser vers le conflit. Le catalyseur, les négociations pour enfin former un gouvernement civil. La digue cède. À ce stade, certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi tout cela n'a pas fait la une des journaux au printemps 2023. Avec le recul, il semble pourtant évident que Hamedti et Al-Burhan se préparaient à une confrontation militaire. Honnêtement, nous n'avons pas de réponse à cela. Peut-être que le reste du monde était trop distrait par la guerre en Ukraine. Peut-être que l'optimisme de la révolution de 2019 était encore si présent que les journalistes préféraient croire qu'une solution, n'importe laquelle, serait trouvée. Mais en réalité, les fissures étaient évidentes dès le début des discussions. Pendant une grande partie des négociations, il y avait les civils d'un côté et l'armée unie de l'autre. Cependant, une question épineuse, la réforme du secteur de la sécurité, a opposé Hamedti à Al-Burhan. Les deux généraux étaient en désaccord, surtout sur le calendrier et la direction de l'intégration des forces de soutien rapide dans l'armée. Hamedti et ses alliés civils voulaient une intégration sur 10 ans, alors que les forces armées soudanaises la souhaitaient en 2 ans. Al-Burhan ne voulait pas laisser à Hamedti le temps de renforcer son pouvoir. La frustration grandissant, Hamedti a accusé Al-Burhan de ne pas tenir parole, influencé par d'autres généraux des forces armées soudanaises. Au Soudan, un silence pesant régnait. Les forces armées soudanaises et forces de soutien rapide rassemblaient hommes et machines, rendant l'affrontement évident. Le 13 avril, des soldats. Forces de soutien rapide se sont déployées près d'une base aérienne à Miro. Les forces armées soudanaises ont accusé les forces de soutien rapide de mouvements non autorisés et posé un ultimatum pour leur retrait. Pour résumer cette histoire déprimante, les forces de soutien rapide ont refusé.
Ainsi, nous revenons à la date que l'histoire retiendra comme le début de la dernière guerre civile soudanaise. Le 15 avril 2023, pendant quelques jours horribles, le monde entier était suspendu. Observant la violence qui engloutissait le Soudan, regardant les avions de chasse bombarder Khartoum, une ville qui avait survécu à la plupart des conflits précédents du Soudan sans être touchée, regardant les bâtiments gouvernementaux partir en flammes, tandis que les puissances étrangères évacuaient leurs citoyens. Alors que la troisième grande guerre des années 2020 débutait, après le Tigré et l'Ukraine, des combats éclatèrent partout dans le pays, en particulier à Khartoum et au Darfour, car les deux camps avaient des troupes partout. Khartoum a surtout beaucoup souffert des combats urbains intenses, une situation jusqu'alors inédite. Désormais, les deux généraux bombardent campus universitaires, hôpitaux et bâtiments gouvernementaux. Le quartier général de l'armée du force armée soudanaise était encerclé, et Abdel Fattah al-Burhan lui-même est resté piégé à l'intérieur pendant 3 mois, avant de s'échapper vers Port-Soudan, loin sur la côte de la mer Rouge. Les rapports divergent sur la façon dont Abdel Fattah al-Burhan a quitté Khartoum. Les forces de soutien rapide disent de l'avoir libéré après un accord international. Affirmation reprise par des membres des forces de la liberté et du changement, Abdel Fattah al-Burhan dément et affirme avoir été secouru lors d'une opération militaire impliquant forces navales et aériennes qui a coûté la vie à 2 soldats du forces armées soudanaises, Ilaksamzes, et probablement en posant torse nu au sommet d'un hélicoptère alors qu'il s'envolait vers le coucher du soleil. Nous vous laissons décider quelle version de l'histoire vous croyez. Alors que quelques bases de l'armée à Khartoum tombèrent aux mains des forces de soutien rapide, les paramilitaires faisaient également régner leur loi sans opposition à travers le Darfour. Cet été-là, ils ont pris la ville d'El Geneina, marquant l'un des premiers grands massacres d'une guerre qui allait bientôt porter leur empreinte. Selon des vidéos analysées par le Sudan War Monitor, des civils, principalement de la tribu Massalite, ont été regroupés selon leur origine ethnique et fouettés. Plus tard, un massacre a eu lieu dans le quartier Ardamarta de Geneina, où au moins 10 000 personnes ont péri, d'après Le Monde. À l'automne, le moral des forces armées soudanaises a chuté dans la région à cause de défaites et de pénuries dues au siège des forces de soutien rapide. Les paramilitaires ont alors pris Niala, 4e ville du Soudan et siège de la 16e division d'infanterie des forces armées soudanaises, ainsi que Zalingay, capitale du Darfour central, et base d'une autre division des forces armées soudanaises, Gortan. Lorsque ces derniers ont appris que les forces de soutien rapide arrivaient, ils ont fui, laissant les paramilitaires prendre la ville sans tirer un seul coup de feu. Nous avons beaucoup insisté sur les coups psychologiques tout au long de ce reportage. Voilà pourquoi, lorsqu'elle est utilisée efficacement, la peur peut être une arme bien plus puissante que les armes elles-mêmes. Nous nous sommes concentrés sur ces incidents pour démontrer 2 choses. Premièrement, la réelle probabilité à cette période que les forces armées soudanaises soient vaincues sur le champ de bataille. Deuxièmement, la brutalité extrême des combats. Bien que la guerre soit toujours un enfer pour les civils, les factions soudanaises semblaient faire tout leur possible pour punir les innocents. Avant le massacre des forces de soutien rapide, les forces armées soudanaises avaient bombardé des quartiers arabes à Al-Ghanina, tuant des centaines de personnes. Pourtant, même l'armée ne rivalisait pas avec les paramilitaires, dont les sbires d'Al-Bernan tiraient sans scrupule dans les zones civiles. Les forces de soutien rapide menaient des massacres de porte à porte selon l'ethnie, tandis que l'armée pouvait exécuter sommairement ceux soupçonnés de collaboration. Les forces de soutien rapide procédaient à des viols de masse et à l'esclavage de femmes et de jeunes filles. Parmi leurs victimes connues, détaillées cette année dans un rapport accablant de l'Organisation des Nations Unies, se trouvent dans des enfants âgés d'à peine 1 an. S'il existe une phrase plus apte à vous faire perdre foi en l'humanité, eh bien, nous ne l'avons pas encore entendue. Anthony Blinken, ex-secrétaire d'État américain, a qualifié les actions des forces de soutien rapide de génocide en fin de mandat. Il a déclaré que les forces de soutien rapide et leurs milices alliées ont systématiquement tué des hommes, garçons et nourrissons pour des raisons ethniques. Ils ont ciblé délibérément des femmes et filles de certains groupes ethniques pour les violer et leur infliger d'autres violences sexuelles. J'ai donc conclu que des membres des forces de soutien rapide et milices alliées ont commis un génocide au Soudan. Fin de citation. Précisons que cela ne fait pas des forces armées soudanaises des anges. L'armée a été accusée par Amnesty International et d'autres organisations mondiales de crimes de guerre. En plus de bombarder des civils, elle a également bloqué des régions entières, provoquant des niveaux de famine comparables à ceux de la famine éthiopienne des années 1980. Mais que les forces armées soudanaises soient ou non des anges, il est certain que les forces de soutien rapide sont vraiment des diables à cheval. Quand les balles sifflent,
Les droits de l'homme passent au second plan, et peu de conflits pan-modernes ont vu autant de balles volées ou autant de violations des droits humains. Alors que le cauchemar se déroule au Soudan, les alliances étendent la guerre à la périphérie. Au début du conflit, il était clair pour les dirigeants des forces de soutien rapide et des forces armées soudanaises qu'aucun camp ne pouvait l'emporter seul. Cela est devenu particulièrement évident pour les forces armées soudanaises. Lorsque Al-Bourm a été piégé à Khartoum et n'a pas pu commander efficacement ses troupes, il est devenu crucial de trouver des alliés. Et vite. Les deux groupes se sont tournés vers des mouvements rebelles qui avaient combattu contre Khartoum, essayant de se présenter comme la meilleure alternative. Le plus notable d'entre eux était le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord, actif dans les États du Nil bleu et du Kordofan. Le Mouvement populaire de libération du Soudan Nord est un groupe armé composé d'anciens membres de l'Armée populaire de libération du Soudan, qui étaient restés au Soudan après l'indépendance du Soudan du Sud. Il faudrait faire toute une vidéo sur le Soudan du Sud pour expliquer en détail ce que cela signifie. Pour résumer, il détestait al-Bashir et combattait constamment ses forces. En 2017, le groupe s'est divisé. Une faction menée par Abdelaziz al-Hilou, l'autre par Malik Agar. Cette scission a influencé leurs alliances. Malik Agar s'est allié à Al-Burhane, obtenant le poste de vice-président du Conseil souverain, anciennement occupé par Hamedti. Dans ce rôle, il serait chef du gouvernement de facto. Tandis qu'Al-Burhane était bloqué à Khartoum, Abdelaziz s'est allié à Hamedti. Les observateurs régionaux redoutaient que l'implication du mouvement populaire de libération du Soudan Nord entraîne le Sud dans la guerre. Leurs pires craintes se sont confirmées quand, en juin 2023, le mouvement populaire de libération du Soudan Nord d'Al-Hilou a attaqué et pris des garnisons forces armées soudanaises, sous-effectifs et abandonnées dans l'état du Kordofan du Sud, y compris les complexes forces armées soudanaises de Kadougli, la capitale. D'août à septembre, ils ont assiégé la ville, tuant des centaines de personnes et obligeant des milliers à fuir. Déjà touché par l'insécurité alimentaire avant la guerre, le Kordofan du Sud, l'un des États les plus pauvres du Soudan, a vu sa situation empirer. Cette réalité s'est répétée dans tout le Soudan. Partout où la guerre s'est propagée, elle semblait inévitablement amener avec elle l'un des 4 cavaliers, dans ce cas l'homme peau et os connu sous le nom de famine. Alors oui, il est temps de porter notre attention sur l'une des plus grandes horreurs de la guerre au Soudan. À l'automne 2025, la faim dans le pays a atteint des niveaux catastrophiques, avec la famine confirmée dans 10 zones et 17 autres à risque. Dans certaines régions, le programme alimentaire mondial est le seul rempart contre la famine. Selon le programme alimentaire mondial, le Soudan pourrait devenir la pire crise alimentaire mondiale récente, le conflit détruisant moyens de subsistance, infrastructures, routes commerciales et chaînes d'approvisionnement. Une famine prolongée s'installe, le seul endroit au monde à connaître un tel niveau de faim. Et sans aide humanitaire, des centaines de milliers de personnes pourraient mourir. La cause de cette crise humanitaire grandissante, des groupes armés qui restreignent l'accès à l'aide pour des régions entières tenues par leurs adversaires, une tactique qui prenait déjà racine en 2023. Au fil de l'intensification de la guerre, les factions armées se multipliaient. Hamedti avait pour allié le Conseil de transition du mouvement de libération du Soudan, le Rassemblement pour la libération du Soudan et le Troisième Front. Al-Bian, de son côté, s'appuyait sur des groupes islamistes comme la brigade El Bara ibn Malik, le mouvement islamiste et les factions de la résistance populaire soudanaise. Au-delà des islamistes, Al-Burhan a aussi reçu un soutien clé des milices ethniques du Darfour, fatiguées du génocide des forces de soutien rapide contre leur peuple, et ont donc soutenu les forces armées soudanaises. Ces alliances ont eu des résultats variables pour Al-Burhan. Il a reçu une aide clé pour reprendre la capitale. La campagne, lancée en septembre 2024, s'est terminée 8 mois plus tard avec la marche victorieuse des forces armées soudanaises dans les rues en ruine de Khartoum. Les alliés de Hamedti ont renforcé la légitimité des gouvernements parallèles, ont déclaré les forces de soutien rapide à l'été 2025. Pourtant, tous deux affrontent des défis majeurs. Plusieurs experts jugent l'alliance d'Al-Burhan avec les islamistes opportunistes, non idéologiques. Ainsi, ces deux camps pourraient redevenir les prochains belligérants de cette guerre sans fin. Pour Hamedti, la vraie question, son alliance résistera-t-elle aux victoires croissantes des forces armées soudanaises? Il est important de se demander cela, car des rapports indiquent que des soldats déserteurs des forces de soutien rapide ont aidé l'avancée des forces armées soudanaises vers Khartoum. Malheureusement, nous ne pouvons pas prédire où mèneront ces alliances. Même si cette chaîne a déjà fait des prédictions précises,
comme la prise du Haut-Karabakh en 2023 et la reprise de la guerre civile syrienne fin 2024, nous restons loin d'être totalement exacts. Je veux dire, montrez-moi un analyste qui a toujours raison, et je vous montrerai une balle d'expert. Ce que nous pouvons dire avec confiance et à la lumière de l'histoire, c'est que les alliances au Soudan ne durent que tant qu'elles sont nécessaires. Une fois qu'elles ont perdu leur utilité, elles sont abandonnées, souvent violemment. Et en parlant d'alliances violentes, il semble maintenant que ce soit le moment idéal pour aborder l'autre facteur majeur de la guerre au Soudan, le réseau d'acteurs extérieurs, tous conspirant pour rendre les combats 1000 fois pires. La région intervient et la guerre déborde. Quand Crisis Group a rapporté le début de la guerre civile, ils ont demandé aux acteurs régionaux comme le Tchad, l'Éthiopie et l'Égypte de rester neutres et de promouvoir la paix. Vous imaginez sûrement la suite. Selon le docteur John Mabakou, professeur à l'université Weber, plus de 10 pays à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie ont été entraînés dans la guerre au Soudan, la transformant en un gigantesque conflit par procuration. Bien que la plupart des pays n'aient leur implication, chacun d'eux a un intérêt stratégique au Soudan. L'Éthiopie, par exemple, a penché vers le soutien aux forces de soutien rapide, en partie à cause de leur lien commun avec les Émirats arabes unis, l'un des principaux soutiens de la force paramilitaire. A l'inverse, les groupes d'opposition hostiles à Addis Abeba ont vu d'un meilleur œil les forces armées soudanaises, les considérant comme un contrepoids à l'alignement force de soutien rapide, Émirats arabes unis Éthiopie. Malgré cela, Giorgio Musso, chercheur à l'université Roma Tre, soutient qu'il y a peu de risques immédiats que la guerre du Soudan déborde en Éthiopie. Les forces armées soudanaises ne voudraient pas pousser leurs alliés dans une guerre par procuration, car cela attirerait la colère d'Addis Abeba. Une riposte militaire de l'Éthiopie ouvrirait un nouveau front pour les forces armées soudanaises dispersant leurs forces. Pour l'Égypte, la guerre exige une approche délicate. Officiellement, en neutre, le Caire entretient pourtant de vieux liens avec les forces armées soudanaises et dit qu'il voit comme la colonne vertébrale institutionnelle du Soudan et une force stabilisatrice face aux forces de soutien rapide. Selon l'analyste Khaloud Kher, l'Égypte et les forces armées soudanaises sont si proches que l'Égypte influençait des décisions militaires majeures. Le Wall Street Journal a aussi indiqué que l'Égypte fournissait aux forces armées soudanaises des drones Bayraktar TB de Turcs et formait leur utilisation. La Libye voisine, dirigée par Khalifa Haftar, proche de Hemedti, a également été impliquée dans ce conflit. Sami Hemedti, rédacteur en chef d'International Interest, pense que le partenariat entre la Libye et les forces de soutien rapide repose davantage sur leur lien commun avec les Émirats arabes unis que sur une relation personnelle. Je cite « Allié ferme et élément clé de la politique étrangère des Émirats arabes unis, un réseau a permis à Haftar de former les forces de Hemedti et d'utiliser ses soldats pour renforcer sa position en Libye. Ils ont aussi profité de routes commerciales illicites, facilitées par Hemedti. » Fin de citation. Outre le soutien militaire, la Libye a joué un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement en carburant des forces de soutien rapide SP Global, un fournisseur majeur de données et d'analyse, affirme que la Libye importe régulièrement du pétrole russe via des intermédiaires turcs avant qu'il ne soit passé en contrebande par les frontières les plus pauvres du pays vers le Soudan. Pour les forces de soutien rapide, ces derniers utilisent ce pétrole pour leurs propres besoins ou le revendent, générant ainsi des milliards de dollars de profit pour alimenter la guerre. Cet argent a été crucial pour les forces de soutien rapide, leur permettant d'engager une armée de mercenaires du monde entier. Nous avons déjà évoqué les mercenaires colombiens dans le premier chapitre, il y a environ 1000 heures, mais ils ne sont pas seuls. Selon Al Jazeera, les forces de soutien rapide ont recruté des combattants du Tchad, de Centrafrique, de Libye et du Niger, les payant entre 1650 et 3300 $ pour 6 mois de service. C'est une sacrée somme d'argent dans une région où une grande partie de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Si certains de ces combattants sont sans aucun doute motivés par l'argent, d'autres sont poussés par des liens ethniques avec Hemedti et le reste des forces de soutien rapide. Ces liens ont permis à Hemedti de recruter facilement des combattants. Les Émirats arabes unis, malgré leur neutralité affichée, sont devenus le principal soutien des forces de soutien rapide. L'implication des Émirats arabes unis dans la guerre semble motivée à la fois par des intérêts économiques et une stratégie politique. Sur le plan économique, le chercheur soudanais Hamed Kalafala a déclaré au Guardian que les Émirats arabes unis s'intéressent aux ressources naturelles qui leur manquent, notamment les terres arables et des minéraux comme l'or.
Hameti détient encore de nombreuses mines d'or au Soudan, ce qui en fait un allié clé des Émirats arabes unis. Federico Donelli, professeur à l'université de Trieste, explique au Guardian que les Émirats arabes unis soutiennent les forces de soutien rapide pour contrer l'influence saoudienne au Soudan et freiner l'islam politique, perçu comme une menace pour leur sécurité. Et on ne peut pas parler de l'islam politique sans évoquer l'Iran, un pays qui est devenu l'emblème de l'islam politique depuis la révolution de 1979. L'Iran et le Soudan entretiennent une relation compliquée. Pendant près de 30 ans, le Soudan, allié africain le plus proche de l'Iran, a entretenu des liens étroits avec lui. Mais en 2014, craignant l'influence iranienne sur la majorité sunnite, le Soudan a expulsé les diplomates iraniens et rompu officiellement avec Téhéran 2 ans après. La guerre au Soudan a laissé réunir ses anciens alliés. Selon Reuters, à la fin de l'année 2023, un avion cargo iranien avait effectué 6 voyages de l'Iran vers Port-Soudan. Bien que les journalistes n'aient pas pu confirmer la nature du chargement, les forces de soutien rapide ont allégué que l'armée recevait des livraisons de drones iraniens tels que le Maharja 4, le Mahesh 6 et l'Aberbil. Peu après, des drones ont été aperçus dans le ciel du Soudan. Et les analystes attribuent à leur capacité de surveillance et de frappe le mérite d'avoir aidé les forces armées soudanaises à repousser les avancées des forces de soutien rapide et à reprendre des sites clés. Après avoir été dépassée au début de la guerre, l'armée a bénéficié du matériel iranien, apportant un égalisateur technologique attendu. L'Iran aurait aussi aidé les forces armées soudanaises à recruter et former des soldats. Maintenant, Téhéran ne faisait rien de tout cela par altruisme. En réalité, c'était tout le contraire. C'était par pur intérêt personnel. Selon l'African Defense Forum, établir une présence au Soudan est crucial pour l'Iran, car cela lui permettrait de contenir ses adversaires régionaux, notamment l'Arabie Saoudite et Israël, et de menacer le trafic maritime via le canal de Suez. L'analyste régional Abdar Manim Imat a écrit, je cite, « L'Iran voit le Soudan comme un moyen d'obtenir des avantages stratégiques durables en Afrique, de contrôler la mer Rouge et d'élargir son influence régionale. En s'alliant aux forces armées soudanaises, Téhéran affaiblit les Émirats arabes unis et revient dans un pays autrefois dominé par le Golfe. La Russie, alliée de longue date de l'Iran, a vu ses allégeances osciller selon l'évolution de la guerre. Initialement, Moscou, via le groupe Wagner, a soutenu Hameti. Actif au Soudan depuis Al-Bachir, Wagner a vu Prigojine tenter de s'aligner avec Al-Burhaneh après la chute du dictateur. Après l'échec, il s'est allié à Himeti. D'après Samuel Ramadi, auteur de La Russie en Afrique, ce partenariat visait à établir une route de contrebande d'or soudanais pour financer Wagner en Ukraine. Cette opération a aussi fourni des revenus essentiels aux forces de soutien rapide. Cependant, après la mort de Prigojine et l'absorption du groupe Wagner dans les forces russes plus larges, le Kremlin a commencé à accorder plus d'importance au littoral du Soudan qu'à ses mines d'or. Depuis des années, Moscou tente d'établir une présence navale dans la Corne de l'Afrique, en particulier à Port-Soudan. Natalia Tsamalachvili, chercheuse à l'Institut international d'études stratégiques de la Corne, estime que contrôler ce port permettrait à la Russie de surveiller les routes maritimes principales, de contrer l'influence occidentale et du Golfe, et de perturber le trafic en mer Rouge si besoin. Tsamalachvili affirme que, contrairement à la base russe en Syrie qui rencontre des difficultés, Port-Soudan représente une option plus sûre et stratégique pour étendre l'influence en Afrique et au Moyen-Orient. En plus de son rôle militaire, la base pourrait devenir un centre de renseignement, renforçant la surveillance de Moscou sur le commerce et la défense régionaux. Quand les forces armées soudanaises ont accepté de céder le port à Moscou début 2025 contre une aide militaire, le Kremlin a presque naturellement délaissé les forces de soutien rapide pour les forces armées soudanaises. Le Tchad a affirmé sa neutralité, mais les forces armées soudanaises l'ont accusé de faciliter le transit d'armes émirassi vers les forces de soutien rapide. Bien que le Tchad ait nié ces allégations, des médias et l'Organisation des Nations Unies ont confirmé de manière indépendante que les armes étaient destinées aux forces de soutien rapide depuis les Émirats arabes unis. Les Émirats avaient construit un hôpital dans l'est du Tchad, censé fournir des services médicaux gratuits à la population tchadienne et aux réfugiés soudanais. En réalité, il servait à des activités militaires et à la contrebande d'armes. Le Tchad doit gérer la réalité d'un voisin en plein effondrement. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus d'1 million de réfugiés ont fui vers le Tchad depuis le début du conflit. Selon Charles Bouessel, du Crisis Group, cet afflux a fortement pesé sur les provinces orientales du Tchad, déjà isolées et pauvres, notamment Ouaddaï, où la population a cru de 60%
en 2 ans. L'arrivée massive de réfugiés a fait bondir la demande de logements et de biens essentiels, provoquant parfois des tensions avec les habitants. Un autre pays confronté aux répercussions de cette guerre est le Soudan du Sud. Le gouvernement sud-soudanais dépend fortement du pétrole pour ses revenus. Et comme il s'agit d'un pays enclavé, il dépend entièrement d'un oléoduc traversant le Soudan pour acheminer le pétrole jusqu'à la mer. Vous pouvez donc imaginer la panique à Djouba lorsque cet oléoduc est tombé en panne en pleine guerre. Du jour au lendemain, Djouba a perdu sa seule route d'exportation de pétrole, et le pays s'est retrouvé privé de carburant pour les transports, l'électricité et les services de base. Même si l'oléoduc a fini par être réparé, cela a révélé non seulement à quel point le Soudan du Sud dépendait de Khartoum, mais aussi à quel point la paix au Soudan du Sud était fragile. Le Soudan du Sud, souvenez-vous, est un pays qui est en conflit presque depuis son indépendance en 2011. Parfois, cela a causé une violence choquante mais limitée dans les campagnes. D'autres fois, il y a eu une véritable guerre civile, notamment de 2013 à 2018 où 400 000 personnes sont mortes. Le conflit s'est achevé sans victoire décisive. La paix depuis lors a reposé sur la capacité du président Salva Kiir à remplir les poches des élites avec l'argent du pétrole, un plan que la rupture de l'oléoduc a complètement compromis. Et puis, il y a eu l'impact sur la frontière. Les combats ont forcé plus d'1 million de personnes à fuir au Soudan du Sud, exerçant une forte pression sur ce pays fragile. Les combattants des forces de soutien rapide ont aussi franchi plusieurs fois la frontière du Nil supérieur, surtout près de Rek. Le Substack Sudan War Monitor indique que l'armée sud-soudanaise laisse entrer les forces de soutien rapide prêtes à combattre les milices Nué, fidèles à l'ex-vice-président Riek Machar, jugé pour trahison. Le gouvernement et les paramilitaires échangent également des armes contre du carburant, tandis que le rapprochement croissant du président Kiir avec les Émirats arabes unis laisse penser qu'Abu Dhabi pourrait les forcer à un mariage de convenance. Il n'est sans doute pas anodin que les Émirats arabes unis aient construit un prétendu hôpital de campagne au Soudan du Sud, similaire à celui du Tchad utilisé pour les transferts d'armes. Le danger ne s'arrête pas là. Les combats se sont propagés aux frontières de l'Égypte et de la Libye, suscitant l'inquiétude des analystes sur le risque d'un embrasement régional. Si la guerre continue ainsi, elle pourrait déstabiliser toute la corne de l'Afrique, avec de graves conséquences mondiales. Selon l'analyste régional Shewit Wold-Michael, l'implication accrue de puissances étrangères au Soudan dans un réseau d'alliances complexes augmente le risque que la guerre ait des répercussions dans toute la région de la mer Rouge. Que va-t-il se passer ensuite ? J'aimerais dire que la paix attend le Soudan, mais sans certitude, et même avec une boule de cristal, la paix serait peu probable. Elle indiquerait plutôt qu'environ 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide humanitaire. La faim a atteint des niveaux catastrophiques, avec la famine confirmée dans 10 régions et 17 autres à risque. Dans certaines zones, le programme alimentaire mondial est tout ce qui sépare ces personnes de la famine. Les systèmes de santé et d'éducation se sont effondrés, l'économie ne tient qu'à un fil. Le ministre des Finances du Soudan a rapporté que la guerre avait entraîné des pertes économiques dépassant 26 milliards de dollars. Une somme énorme si l'on considère qu'en 2021, le produit intérieur brut du Soudan était de 34 milliards de dollars. Plus de 4 millions de personnes ont perdu leur emploi et 7 millions ont été plongés dans l'extrême pauvreté. Malgré cela, la guerre ne semble pas avoir de fin claire en vue. Les accords de paix et les cessez-le-feu se sont succédés à une telle fréquence qu'Al Jazeera a consacré un article entier à expliquer pourquoi ils échouent sans cesse. La principale conclusion. Ni Al-Burhan ni Hemeti ne sont intéressés par un accord de paix. La raison ? Les deux pensent toujours qu'une victoire militaire est possible. Pour Al-Burhan, cette certitude vient des 13 derniers mois. Durant la première année et demie du conflit, la victoire des forces de soutien rapide semblait inévitable. En 2023 et début 2024, les paramilitaires ont pris la majeure partie de Khartoum, du Darfour, et envahi les États agricoles fournisseurs. La capitale a sécurisé la frontière sud et semblait prête à avancer vers l'est, vers Port-Soudan. L'été dernier, alors que le monde suivait les élections américaines, les généraux d'Al-Burhan disaient qu'ils pourraient démissionner, tant la défaite des forces armées soudanaises semblait inévitable. Mais ensuite est venu septembre 2024 et le début de l'une des grandes contre-attaques de l'histoire militaire. Ce mois-là, les forces armées soudanaises, désormais équipées d'armes iraniennes, ont lancé une contre-offensive à travers le pays. Après avoir pris des ponts clés à Khartoum, une série de victoires a suivi jusqu'à la fin du printemps. Wad Madani, Khartoum Bari, puis la capitale sont tombés. Depuis, l'armée avance vers l'ouest, vers le Kordofan.
Pour Hamidti, sa certitude de victoire découle de la domination croissante des forces de soutien rapides au Darfour. Même si l'idée qu'il puisse diriger seul le Soudan appartient au passé, il paraît de plus en plus probable que les paramilitaires puissent diviser le pays. Fin août, le groupe a prêté serment pour un gouvernement parallèle au Darfour du Sud, à Niala. Hamidti bénéficie de soutiens internationaux qui pourraient faire de la reconnaissance de son pouvoir le prix de la paix, d'où l'offensive de l'armée soudanaise vers l'ouest. Si Al-Bourhan veut avoir une chance d'empêcher le Soudan de se diviser en deux pour la deuxième fois en 15 ans en Satamon, son armée va devoir reprendre du territoire au Darfour le plus rapidement possible. Honnêtement, cependant, il semble peu probable qu'aucun des deux camps ne soit assez fort pour revendiquer une victoire militaire. Et cela signifie que le seul espoir de paix pour le Soudan dans un avenir proche est que les acteurs extérieurs intervenant dans la guerre mettent de côté leurs propres intérêts et forcent Bekrak les deux généraux à négocier. Pour être franc, cela a autant de chances d'arriver que moi d'être couronné prochain reine du Danemark. Je peux toujours espérer. Le Soudan continue de s'enfoncer dans la division. Quant au peuple soudanais, il est désespéré, mais pas brisé. S'adressant au programme alimentaire mondial, la militante des droits de l'homme Awadia Mahmoud estime que la paix reste possible. Citation. « Notre espoir est que la guerre s'arrête pour que nous puissions rentrer chez nous. Nous ne voulons pas de guerre. Elle nous a fait du mal, en particulier aux femmes. » Beaucoup partagent ces sentiments, y compris Fatima, une mère de 7 enfants. Elle espère qu'à l'avenir, les salles de classe pourront servir à apprendre plutôt qu'à survivre, et que ses enfants, ainsi que tous les enfants du Soudan, pourront s'épanouir au lieu de devoir constamment fuir la violence. Pour la citer, ils nous prennent tout. Ils doivent s'asseoir, parler et résoudre cela. Malheureusement, comme cette vidéo l'a montré, un tel dénouement reste pour l'instant rien de plus qu'un rêve amer. Loin des gros titres, le conflit au Soudan paraît sans fin, chaque chapitre apportant plus de souffrance. Je réalise des vidéos pour cette chaîne et nous sommes souvent confrontés au pire de l'humanité. Les généraux bombardent les civils et fuient, tandis que les politiciens envoient de jeunes hommes à la guerre. Les esprits maléfiques qui complotent la destruction et la souffrance qui en découlent. Et pourtant, malgré cela, nous avons rarement été témoins d'une guerre aussi apocalyptique et inhumaine que celle qui déchire le Soudan. Une guerre qui atteint de nouveaux sommets de dépravation. Même si le reste du monde semble réagir avec à peine un haussement d'épaules, la paix reviendra un jour dans la 3e plus grande nation d'Afrique. Mais pour l'instant, cette guerre demeure la grande crise sous-médiatisée de notre époque, un rappel quotidien du mal dont les hommes sont capables. Le minimum que nous puissions faire est d'essayer de reconnaître ce qui se passe.